Oui, j'ai été tout à fait passionné, bien sûr, par les trois interventions que nous venons d'écouter, et je crois que une chose est très importante. Nous avions souligné la chose lors de la précédente table ronde, c'est cette espèce de fédération des énergies et des capacités d'analyse à laquelle nous assistons, à laquelle nous participons aujourd'hui par rapport à ce qui est en train de se passer. Je pense qu'il y a plusieurs foyers pour cette fédération. Ars Industrialis en est un, Scollé en est un, la revue Le Débat avec Marcel Gauchet en est un. Il y a sans doute encore à travailler pour que tout ça se... Voilà. Et pour que tout ça se renforce. Mais de ce point de vue-là, c'est un facteur d'optimisme relatif. Je ne voudrais pas revenir trop sur le fond, la question de savoir s'il y a une mutation anthropologique dans le rapport au savoir. C'est un point sur lequel, effectivement, la discussion s'est esquissée avec Marcel Gauchet et devrait se poursuivre. En tout cas, la mutation sociologique est considérable. J'avais en tête, en vous écoutant, un dessin qui m'est passé sous les yeux il y a quelques mois, très parlant, juste deux images, l'une c'est 1980, l'autre 2010, les dates étant choisies, je pense, assez arbitrairement. Il s'agit de deux parents, un élève, un enseignant, et dans la première image, il y a un carnet de notes avec manifestement une mauvaise note, et les parents sont du côté de l'enseignant pour dire à l'élève « mais qu'est-ce que c'est que ça ?» Et dans l'autre image, 2010, les parents sont du côté de l'élève et disent à l'enseignant « mais qu'est-ce que c'est que ça ?» Et ce dessin était assez exprimer les choses de manière assez économique. On peut évidemment discuter, nuancer, commenter, mais nous avons affaire effectivement à des processus culturels de fond, avec ce qu'il faut prendre en compte, me semble-t-il, à titre général, c'est-à-dire cette espèce les conditions générales qui sont faites de la grande fatigue de la vie moderne et du désenchantement par rapport à la société qui vient, donc aussi par rapport au travail et par rapport au savoir. Je pense que le défaut de rêverie qu'évoquait Patrick Cotin n'est pas seulement induit par l'intoxication d'image et l'environnement numérique, mais aussi par ce rapport très général à l'avenir. Alors, par rapport aux conditions très destructrices qui ont été ici évoquées, on peut avoir le réflexe de se dire, et le chiffre de Patrick Cotin, d'après lequel 85% des adolescents aujourd'hui vont à peu près bien, on peut avoir le réflexe de se dire, mais au fond, la situation n'est pas aussi catastrophique qu'on pourrait l'imaginer. Nous rencontrons des enfants normaux, nos enfants sont normaux, nos amis sont normaux, nos étudiants à l'université de temps en temps manifestent des difficultés repérables, mais au fond, ils ne vivent pas si mal tout cela, et ils font quelque chose de leur esprit, et ils arrivent à développer un certain nombre d'habiletés qui leur serviront dans leur vie professionnelle. Donc, on ne peut pas exclure une espèce de résilience, pour se servir d'un mot à la mode, par rapport à ce qu'il y a de négatif dans l'environnement numérique et dans les addictions créées. Mais les chiffres, il s'agit de savoir quels sont les chiffres, et en tout cas, il est évident qu'à très grande échelle, les conditions dont nous avons parlé produisent pathologies et phénomènes de désadaptation, de sorte que, de toute manière, un discours d'alerte est justifié, un discours d'alerte qui, comme celui de Michel Desmurger,
verse en aucune manière dans une apologie de structure périmée. Il ne s'agit pas de ça. Et la grande question, effectivement, Marcel Gauchet l'a posée, c'est celle de savoir, Bernard Stiegler, c'est celle de savoir si, au moment où nous sommes, une politique peut être envisagée, inventée pour une bonne part, parce qu'elle ne correspond à rien d'équivalent ni dans la gouvernance de ces dernières décennies, ni même dans les grandes réformes du début de la République. Est-ce qu'une politique peut être envisagée qui prenne en charge l'ensemble de ces difficultés? Il est évident que cette politique doit être à la fois une politique pédagogique et une politique sociale, qu'elle doit se soucier avant tout de préserver un certain nombre de structures et d'éléments archaïques de l'éducation, ceux qui sont indispensables à toutes sortes de processus de subjectivation et d'installation dans le savoir. Alors, préserver la rencontre avec un autre, préserver l'apprentissage des mots, préserver et développer, les processus d'incorporation sans lesquels, effectivement, les apprentissages manquent d'effectivité. Apprendre l'écriture et la lecture, c'est apprendre à tracer des lettres physiquement et pas simplement à pianoter sur un clavier. Préserver et développer tout cela avec un esprit qui corresponde à une certaine demande d'aujourd'hui, c'est-à-dire que sans doute une espèce de sévérité, une espèce d'impersonnalité dans le climat des apprentissages et de l'enseignement, c'est quelque chose à quoi il faut tourner le dos. Et malgré tout, même si on ne verse pas dans le culte du fun, une certaine dimension de gaieté dans l'enseignement, dans les relations scolaires, comme dans les relations familiales, est évidemment à privilégier et à cultiver. Donc il y a une politique pédagogique à mener, il y a aussi une politique très intensive en direction des familles, avec les énormes problèmes qu'on rencontrera du côté des familles, de leurs conditions d'existence, et puis dans l'établissement du dialogue lui-même. Une collègue professeur des écoles maternelles, professeur d'école maternelle, me disait récemment combien la chose était difficile, alors même qu'à l'école maternelle, déjà en masse, on voit arriver des enfants très difficiles à contrôler dans leur comportement. Qu'est-ce qui pourrait être fait? Sans doute pas des miracles, mais il est certain qu'il faut faire tout le possible avec le maximum de résolution. Et l'essentiel pour cela, c'est qu'il soit entendu que, particulièrement à l'école, mais aussi déjà dans les familles, les enfants ont énormément à apprendre. Si un peu de clarté peut être mis, et je rejoins Marcel Gauchet qui parle dans un de ses textes du nécessaire consensus sur l'apprendre, si un peu de clarté peut être mis dans la définition globale de ce qu'un enfant d'aujourd'hui a à apprendre, si on notamment met l'accent, je crois que je me répète par rapport à la précédente table ronde, sur ce que représente la maîtrise d'une langue et la multiplicité des langues qu'il s'agit de pouvoir manier aujourd'hui dans tous les domaines du savoir, à ce moment-là, on a quelque chance de faire avancer les choses, ce qui reviendra par rapport à un passé récent à remettre l'institution debout, dans la mesure où elle peut l'être. Julien, tu veux dire
Bonjour, moi je voudrais d'abord faire une remarque. Oui, s'il vous plaît. Une remarque qui, à la suite en particulier de l'intervention de Patrick Cotin, c'est qu'il me semble que effectivement, pour ce qui concerne la jeunesse et son avenir, il y a la question des familles, on en a parlé, il y a la question des institutions, de l'institution scolaire dans son ensemble, mais il faut aussi, je crois, souligner l'importance de toutes les structures périscolaires, périfamiliales, je pense au centre de loisirs, au système d'aide des devoirs, etc., dans lequel aussi vos démarches s'inscrivent, et qui, de fait, ces dernières décennies, je crois que Marcel Gauchet l'avait aussi souligné dans plusieurs de ses travaux, ont pris une importance considérable quant à l'accompagnement ou l'encadrement des enfants, d'autant plus que l'encadrement familial, pour des tas de raisons complexes, a plutôt eu tendance à se réduire. Donc je crois que dans l'optique d'une politique de la jeunesse, une révision, une réforme, une réflexion approfondie sur l'ensemble de ces structures périscolaires et périfamiliales serait essentielle. Ensuite, j'aurais une remarque qui poursuivait un peu ta remarque, Bernard, tout à l'heure, suite à l'intervention de je ne sais pas son prénom, Michel, c'est ça, Desmurget. Effectivement, à côté du discours d'alerte tout à fait nécessaire, la question que nous aimons soulever à Ars Industrialis et aussi bien scolaire, c'est, pour le dire comme ça, un autre numérique est-il possible, hein? C'est-à-dire que, est-ce que tout de même, les écrans, là je reprendrai aussi votre expression, est-ce qu'il est vraiment impossible de rêver devant un écran? Moi, j'espère que non. Mais ce qui veut dire qu'en fait, les effets que nous décrivons ici trouvent une bonne part de leur cause, peut-être pas toutes, mais une bonne part de leur cause dans le fait que ces outils numériques, ces dispositifs, ces services sont déployés, sont développés, déployés, conçus dans une certaine optique, qui est l'optique, disons, des industries culturelles, des industries de loisirs, qui sont dominantes. Mais il n'est pas exclu, et même il serait fortement souhaitable qu'on puisse envisager de développer et donc de donner une certaine présence au numérique à l'école, avec des tas de précautions évidemment nécessaires qui tiendraient compte de tout ce que montrent ces études, mais qui permettraient aussi de convertir ces instruments, ces objets, enfin, la technologie elle-même que représente le numérique, à des fins scolaires, de développement, d'émancipation, pourquoi pas même de renforcement de l'attention, une certaine forme d'attention intellectuelle, pas l'intention du multitâche, mais une vraie concentration, une rêverie, comme vous disiez, etc. Donc, est-ce que quand même on pourrait envisager un contre-développement, en quelque sorte, de ces instruments? Donc c'est un peu une question, et en même temps une remarque. Et puis, enfin, j'aurais aimé demander à Marcel Gauchet s'il pouvait revenir sur l'une des évidences perdues dont vous avez parlé, à savoir celle du rapport au savoir. Et j'aurais aimé en fait que vous, si vous voulez bien, précisiez d'abord ce que vous entendez par savoir ici. Est-ce qu'il s'agit essentiellement des savoirs théoriques formalisés qu'on peut appeler des disciplines, ou est-ce que c'est le savoir dans un sens beaucoup plus général, sous toutes ses formes, savoir théorique, savoir-faire, pourquoi pas savoir-vivre, etc. Une deuxième question, c'est que une fois si l'on constate et qu'on accorde la fin de cette évidence, effectivement, comment expliquez-vous, ou est-ce que vous pouvez donner quelques éléments d'explication sur la fin de cette évidence, comment le savoir des Lumières, ou la vision des Lumières, la vision du savoir par les Lumières, a pu en quelque sorte se retourner en son contraire, vous parliez d'image oppressive du savoir aujourd'hui. Et j'ajouterais, pour compliquer un peu, c'est que comment comprendre alors ce qui se définit aujourd'hui comme une société de la connaissance, en même temps qu'elle aurait perdu justement ce rapport, disons, classique au savoir. Voilà.
Merci Julien. On va peut-être vous laisser intervenir comme vous l'entendez. J'aurais peut-être 2-3 mots à rajouter moi-même tout à l'heure. On discutera avec les personnes qui souhaitent prendre la parole. Qui veut? Il y a une question directe. Marcel, c'est important. Marcel, c'est important aussi, ce sujet. Je vous remercie par la question. C'est central ce point. Je commencerai par la notion de la connaissance, de cette fameuse société de la connaissance. Ça désigne, en fait, quelque chose, c'est un slogan, mais qui désigne à l'origine quelque chose de très précis, qui est tout simplement l'importance de la recherche-développement dans le cadre de ce qu'on peut appeler effectivement une économie de l'innovation, où la rapidité de la mise sur le marché de nouveaux produits, de nouveaux objets est devenue déterminante en fonctionnement économique. Ça, c'est une donnée la connaissance est devenue un facteur de production de façon directe, ce qui n'était pas dans la période antérieure, même si depuis longtemps on cherche avec tout. Là-dessus se sont greffées une série de significations adjacentes allant jusqu'à une utopie cultivée, des significations adjacentes. La première, assez bien, souvenez-vous des débats des années 80, et elle était assez bien illustrée par la politique de Jean-Pierre Chevènement, quand il était ministre de l'Éducation, portée par l'idée d'une espèce de nouvelle division internationale du travail où nos sociétés à nous seraient essentiellement tournées vers des activités de conception de connaissances par rapport à des sociétés vers lesquelles migreraient les activités de production proprement dites, des objets matériels. On sait ce qu'il en est advenu de ce côté-là. C'est pas tout à fait comme prévu que les choses se passent. Et la question de la réindustrialisation est venue brouiller singulièrement cette signification. Et puis il y avait une deuxième signification adjacente qui est montée avec l'installation du numérique. Dans les années 90, il y a toute une chronologie dans cette affaire. Où là, société de la connaissance désigne de façon très opératoire la mise en réseau des activités de manière générale, l'importance de l'accès aux bases de données de manière très large, et puis avec une utopie qui a été, c'est sa réactivation la plus pittoresque d'une certaine façon, jusqu'à la réactivation de la noosphère du père Teilhard de Chardin. C'est-à-dire que le numérique est finalement l'instrument de traduction concrète d'une société qui devient un cerveau collectif. C'est très important de décrypter ces différentes significations. Je ne prends que les principales, il y en a quelques autres, et de mesurer à la fois ce qu'il y a de très noble dans certaines de ces aspirations et l'énorme différence qui sépare la réalité du langage que nous tenons au sujet de cette réalité. Je me suis permis d'avancer sous forme d'une question, évidemment, l'idée que peut-être que derrière la société de la connaissance se cachait en fait la marche vers la société de l'ignorance. Parce que dans tout ça, derrière tout ça, en deux mots, il y a une réduction de la connaissance à l'utilisation de connaissances au pluriel. Ce qui n'est pas du tout la même chose. Et connaître au sens plein du mot,
c'est pas seulement être capable de produire des connaissances, comme on le dit. Je suis pas sûr qu'on produise des connaissances, mais ça c'est une question de mots. C'est pas c'est savoir ce qu'on connaît. Et en gros, au travers de la mise en place de cette société de la connaissance, chemine un processus extrêmement destructeur. Et je crois très réellement destructeur. À mes yeux, c'est une dimension de la perte de compétitivité que les économistes peuvent mesurer dans des secteurs entiers. Quand on sait, y compris l'idée qu'on peut savoir ce qu'il faut savoir, qui est l'idée de la programmation de la recherche, qui est installée massivement partout, eh bien non. C'est pas comme ça que ça se passe. Il y a dans cette idée de société de la connaissance qui mérite un vrai examen. Nous n'en prenons pas le chemin. Dans cette idée de société de la connaissance, il y a toute une série de conditions qui, là aussi, ne sont pas réunies pour que nous allions aujourd'hui dans cette direction, ce qui ne veut pas dire que c'est impossible, par principe. C'est tout à fait une autre question. Mais c'est pas de la façon dont on s'y prend aujourd'hui qu'on y parviendra. Ça, c'est sûr. La vérité, c'est qu'il y a un chemin régressif qui s'est instauré sous couvert d'un noble idéal qui dissimule une instrumentalisation, pour employer le mot le plus insatisfaisant, mais le plus général, une instrumentalisation de la connaissance qui va contre l'idéal de ce que serait une authentique société de la connaissance. Alors, sur cette question du rapport au savoir et de ce qui se joue aujourd'hui dans le rapport au savoir, il faut évidemment préciser ce qu'on met sous ce mot de savoir. Vous avez, votre question est évidemment tout à fait cruciale. Et dans mon esprit, je ne crois pas qu'on puisse justement s'en tenir à une image étroite des savoirs disciplinaires. Il ne s'agit pas simplement de la physique et de la grammaire. Ce qui est en cause, fondamentalement, c'est pourquoi on peut légitimement poser la question d'une mutation anthropologique dans le rapport au savoir. Ce qui est fondamentalement en cause, c'est la place de la culture dans la définition de l'humanité. Et en effet, le mot juste, à ceci près qu'il est d'un usage lui aussi très dangereux, parce qu'il est d'une élasticité qui rend son maniement problématique, c'est le terme de culture. Dans le savoir, il y va bien sûr, de connaissances très précises d'ordre disciplinaire dans toutes les domaines, mais de quelque chose de beaucoup plus vaste qu'on peut mettre sous la notion de culture à condition de la bien définir, évidemment, et de ne pas en faire l'usage élastique qui revient en général à dire, justement, par exemple, à propos des jeux, dans les rapports techniques, numériques, ils ont leur culture. Ben oui, effectivement. Au travers des jeux vidéo, on apprend un tas de trucs que moi j'ignore totalement. Mais c'est une culture, si on veut. Mais la culture, dans sa définition traditionnelle, qu'on peut essayer de reformuler aujourd'hui rétrospectivement, c'est ce qui permet c'est le travail de l'humanité sur elle-même en fonction d'un idéal d'elle-même. C'est ça. Et ça passe par les règles de la vie sociale, pour commencer. La civilité. C'est une culture formidable quand on y pense. Une notion à complètement revisiter et réactiver. C'est ce que nous définissons comme le bien vivre avec les autres. Il y a des bonnes... Ça s'apprend. C'est pas naturel. Personne ne sait spontanément se conduire d'une manière à la fois élégante, parce qu'il y a une esthétique de la civilité, d'une manière bienveillante, d'une manière qui signifie à autrui
qu'on a envie de vivre dans un espace à la fois pacifique, réciprocitaire, égalitaire. Enfin, il y a toute une série de choses très profondes qui sont engagées là-dedans et qui font donc combien partie du savoir. Et ce qui s'est passé, me semble-t-il, c'est, pour le dire très grossièrement, c'est évidemment des choses qui demandent un peu de subtilité dans l'analyse, c'est un phénomène qu'il faut lui-même expliquer, c'est le passage très rapide, pour des raisons un peu explicitées, je crois, je n'y entre pas, à un idéal de l'authenticité individuelle antérieure et extérieure à ce langage social commun, qui est finalement ce qui nous distingue. L'humanité, elle est faite de règles qu'elle se donne et de connaissances à son propre sujet qui lui permettent d'organiser l'espace dans lequel elle vit. Alors je sais qu'il y a de grands débats sur la culture animale, etc., mais je doute qu'on ait à ce jour observé, ne serait-ce qu'à une... Il y a certainement des règles de contact entre les animaux, mais même les grands singes, que je sache, n'ont pas encore défini, ne se sont pas mis d'accord pour faire des règles sur la manière de gérer leur communauté. C'est là il y a un fil qui s'est rompu. Ce fil, c'est le passage à une culture de l'authenticité qui présuppose l'inutilité du savoir ou de la culture pour la constitution même de l'humanité. C'est optionnel. Si vous en voulez, vous pouvez le prendre. Si vous n'en voulez pas, ça vous regarde, c'est votre affaire. C'est-à-dire, il y a quelque chose il y va là-dedans d'une corrosion extrêmement profonde de la socialité, qui est prise elle-même comme un fait naturel. Au fond, nos sociétés sont obsédées par une image naturelle d'elles-mêmes. Les sociétés du passé, c'est pour ça d'ailleurs qu'il ne faut pas les regretter, elles étaient obsédées au contraire par une représentation culturelle d'elles-mêmes, ce qui fait qu'elles étaient extraordinairement coercitives, contraignantes. La question n'est pas d'y revenir. Un, c'est impossible, et deux, tant mieux. Bon. Mais ça ne veut pas dire pour autant que nous devons tomber dans l'adoration du présent qui nous donne l'idée généralisée d'une naturalisation des processus sociaux. Et c'est vrai pour l'économie, ô combien, et c'est vrai pour les rapports entre les personnes à un niveau très différent. C'est là, je crois, qu'il y a eu une sorte de rupture qui va très loin et que d'une certaine façon, nous sommes aussi dans le devoir de nous poser la question de ce qui fait une société et de l'obligation pour une société de réfléchir aux conditions qui la font vivre au plus quotidien et aussi au plus élevé. Parce qu'il y va en même temps de l'idéal, de qu'est-ce que c'est qu'une société. Une chose d'ailleurs dont on ne parle plus jamais, et ça c'est le grand danger de l'économisme ambiant, la croissance. Mais si nous étions plus riches, est-ce que si nous étions plus riches, ça réglerait la question de la manière dont nous faisons société? Rien du tout. On peut imaginer une société très prospère qui fait une société abominable. Certes, où les satisfactions individuelles sont plus grandes, mais qui, en tant que société, n'est pas très amusante à vivre. C'est là, sur ce terrain, que ça se passe. Et pas simplement, effectivement, sur le point de savoir s'il faut donner plus d'heures à telle discipline et moins à autre chose. Je voudrais dire un mot, puis après on va discuter avec tout le monde. Vous avez parlé de guerre de l'innovation, enfin vous n'avez pas employé le mot de guerre, mais vous avez parlé à propos de la société de la connaissance, vous avez dit en fait c'est lié à la question de l'innovation. C'est une guerre en fait, l'innovation. Une guerre économique. Et dans le contexte contemporain, une guerre qui s'est déclarée vraiment comme une guerre, je crois, depuis une quarantaine d'années. Autrefois, il y avait des régulations, donc il y avait des pratiques, il y avait des conflits, mais ce n'était pas des guerres. Des
grands conflits, pas des guerres. Depuis 40 ans, nous sommes dans une guerre économique déclarée, et, enfin pas déclarée, disons, mais pratiquée. Et dans cette guerre, la connaissance est l'arme numéro 1. Ça, c'est tout à fait évident. Non pas le savoir, mais la connaissance en tant qu'on peut la transformer en information, c'est-à-dire en processus. Puisque une connaissance transformée en information, ça donne un processus que l'on peut automatiser. Vous avez parlé tout à l'heure vous avez décrit en fait, Marcel Gauchet, quelque chose que moi-même j'ai appelé un désapprentissage. Et parlé de la perte de savoir, de la perte de crédit du savoir. Je pense que depuis un siècle au moins, nous vivons un vaste processus de désapprentissage. Désapprendre à faire la cuisine, désapprendre à compter sur ses doigts, désapprendre toutes sortes de choses. Et en le déléguant à ce que nous appelons ici, c'est pas un terme de nous, bien entendu, mais quand je dis nous, je parle d'Arsène Lusserini, des hypomnémata. Si je le reprends, c'est parce que Foucault le reprend, c'est un terme qu'on trouve dans la littérature grecque ancienne, et elle fait l'objet précisément de ce que je disais tout à l'heure à Michel Desmurgères, c'est-à-dire le conflit de la philosophie contre l'écriture qui, à son époque, est un hypomnématon, qui n'est pas hypomnématon, paraît-il, quoique j'ai vu dans le dictionnaire que ça se pratiquait quand même. Et qu'est-ce que reproche la philosophie aux hypomnémata écrits de l'alphabet? C'est de détruire le savoir, précisément, c'est-à-dire de provoquer des processus de désapprentissage, de fausses connaissances, de développement de l'ignorance sous les oripeaux d'une apparence de connaissance, etc., etc. Ces problèmes se posent à nous et se poseront de plus en plus à nous dans les années qui vont venir et les décennies qui vont venir, parce que nous allons désormais à très très grande vitesse vers une automatisation généralisée qui va s'intégrer à un point inimaginable et qui va d'ailleurs combiner les automatismes psychiques ou disons pulsionnels ou cérébraux, car un cerveau c'est beaucoup d'automatismes, soit des automatismes acquis. Par exemple, l'apprentissage de lecture, vous en parlez dans votre livre dont je parlais tout à l'heure, soit des automatismes biologiques, c'est-à-dire des comportements comme ça qui sont inscrits, câblés à l'avance, comme on dit parfois, dans le système nerveux. Et ces automatismes-là se combinent et se combinent de plus en plus avec des automatismes technologiques, c'est-à-dire des automatismes de nos machines, du GPS, etc., etc. Par rapport à tout cela, ce que nous croyons, nous, c'est qu'il faut réactiver la question du rapport entre hypomnésis et anamnésis. Hypomnésis au sens où donc, Platon la pose dans le Phèdre, et l'anamnésis au sens où Platon pose qu'un vrai savoir, c'est ce qui ne se contente pas d'être une hypomnésis, c'est-à-dire un engrammage dans un support quel qu'il soit, y compris la mnémèse, c'est-à-dire le cerveau lui-même, puisqu'il dit ça pas simplement de l'écriture, hein, il dit ça aussi dans Phèdre, enfin, il ne parle pas du cerveau bien sûr, mais de l'âme, il y a aussi des processus hypomnésiques dans l'âme. Pas seulement, mais. Donc je dis bien, il faut que l'anamnésis, c'est un circuit, alors moi je dis un circuit transgénérationnel, c'est-à-dire que la géométrie, c'est quelque chose qui est hérité, qui m'a précédé, vous en parlez aussi dans le livre, la géométrie ou toutes les formes de savoir m'ont précédé. Et donc, si je ne m'inscris pas sur le circuit de cette précession et de cette succession, c'est-à-dire de cette temporalité que Gilbert Simondon appelle une individuation collective, si je ne participe pas à cette individuation collective qui constitue le savoir, en fait, il n'y a pas d'anamnésis, il n'y a donc pas d'individuation psychique non plus, parce que si on traduit Platon dans le langage de Simondon, c'est ce que cela donne. Alors, vous avez parlé tout à l'heure, Marcel Gauchet, du discrédit du savoir. Il y a de très nombreux facteurs qui concourent à ce discrédit. Il y a ce que on vient de dire, par exemple, sur la guerre économique et la dénaturation, ce que je pourrais être une dénaturation des savoirs. Le savoir transformé en connaissance, elle-même transformée en information, qui devient algorithmisable et donc exploitable de manière automatique, sans aucune anamnésis. Je ne dis pas ça contre l'automatisme, hein, parce que je ne suis absolument pas anti-automatique, bien au contraire. Mais si ça court-circuite le processus de l'anamnésis, alors ça produit du discrédit sur le savoir. C'est exactement ce que dit Socrate au sophisme. Vous êtes en train de discréditer le savoir, de le transformer en pouvoir, et ça conduit à la tyrannie des 30, voire au-delà. Bon. Mais par ailleurs, il y a d'autres processus qui sont que, par exemple, j'en parle ici devant Jean-Yves Barthélemy, qui m'avait invité il y a 8 ou 9 ans ou 10 ans en Bretagne à rencontrer des profs de sciences de la vie et de la Terre,
qui avait des difficultés. Tout ce dont on parle aujourd'hui, c'était le sujet. J'avais fait une conférence sur le fait que lorsque on est dans une époque de la biologie où, en 1954, si je me souviens bien, Crick et Watson théorisent la structure de l'ADN, découvrent et théorisent la structure de l'ADN. En 1969, Jacob et Monod théorisent la biologie moléculaire et obtiennent le prix Nobel de médecine. Et en 1978, Smith, Werner et un troisième dont j'ai oublié le nom, Nathan, je crois, transforment les résultats de la biologie moléculaire en enzymes de restriction et en technologies de thérapie génique qui font que l'application industrielle de la théorie de la biologie moléculaire fait exploser l'axiome de la biologie moléculaire. Puisque l'axiome de la biologie moléculaire, c'est pas un axiome, si on peut dire que c'est un axiome, c'est comme ça que le dit Jacob, il dit, c'est que le programme génétique ne reçoit pas de leçon d'expérience. C'est ça que nous apprend la biologie moléculaire. Mais quand on voit que les enzymes de restriction sont un résultat industriel de la biologie moléculaire, et ils font exploser cette axiome. Donc il y a là une espèce de boucle récursive tout à fait paradoxale, j'ose pas dire étrange, qui fait que lorsque ensuite, en 2000, on est en Bretagne dans un bahut à devoir enseigner la biologie à des gamins, et que cette situation-là, qui est débattue sur les plateaux de télévision, absolument partout, sous 1000 applications diverses et variées, et qui ne fait déjà pas du tout consensus dans la communauté biologique, encore moins philosophique, et que néanmoins un prof de SVT est confronté à des questions comme celle-là, à quoi a-t-on affaire? À une accélération des savoirs, à une transformation de la nature même de ces savoirs, de leur circulation, qui fait que à un moment donné, le prof est discrédité par la réalité, de fait, puisque cette réalité, il ne peut pas en parler, en tout cas en tant que prof. C'est-à-dire au nom de quelque chose qu'il aurait reçu, d'un savoir qui lui a été transmis par un maître, etc., etc. Il peut en parler en tant que citoyen, mais le gamin sait très bien que ce n'est plus en tant que prof qu'il en parle, mais en tant que citoyen, et que d'ailleurs lui dit ça, et un autre prof de SVT dire autre chose, et à partir de là, ce savoir constitué devient un savoir destitué. Par quoi? Par ce qu'on appelle la technoscience. Alors ça, je pense que c'est un problème extrêmement important, qui est l'accélération de la transformation des savoirs, et le fait que c'est insoutenable par l'école, sauf à enseigner les non-savoirs technoscientifiques. Et moi, je crois qu'il faut enseigner les non-savoirs technoscientifiques. C'est-à-dire qu'il faut enseigner qu'il y a toutes sortes de pratiques technoscientifiques qui ne sont pas des savoirs, qui sont des non-savoirs. Que c'est un fait, alors après on en pense tout ce qu'on veut, on peut le refuser, mais en tout cas, c'est un état de fait. Ça ne veut pas dire que tout est à jeter là-dedans, mais ça veut dire en revanche que l'école, si elle ne prend pas en charge cet état de fait, est inévitablement déconsidérée, et de fait ne peut pas faire son travail, tel que vous le décriviez, à savoir introduire dans la société. Parce que c'est ça le fait majeur, en fait, de cette société. C'est avant tout cela qui caractérise, à mon avis, cette société. Alors, par rapport à cela, je vais m'arrêter, j'ajoute 3 points. Dans ce que disait Michel Desmurger, pour moi, il y a quelque chose qui mérite qu'on y revienne, mais on n'y reviendra peut-être pas aujourd'hui, peut-être au mois de décembre au Centre Pompidou, c'est qu'est-ce qu'on appelle le numérique. Parce qu'il faut être très précis dans les choses que l'on désigne. Le numérique, c'est une réalité extrêmement complexe, ça ne se réduit pas aux applications, c'est ce que disait Julien Gauthier à l'instant, aux applications qu'en tirent les nouvelles industries culturelles. C'est une réalité qui est d'abord à la base de la science contemporaine, en physique, en biologie pour une bonne part, et même par exemple si on parle d'imagerie neuroscientifique, elle passe aussi par le numérique aujourd'hui. Et donc on peut l'aborder tout à fait autrement, la question du numérique. Tout comme vous disiez tout à l'heure, Patrick Cotin, que sans rapport à l'autre, il n'y a peut-être pas de choses possibles. En même temps, un livre, c'est pas un rapport à l'autre. Et le livre, c'est justement parce que ça n'est pas un rapport à l'autre que c'est un livre. Tout comme on peut dire que les écrans ne font pas rêver, mais regardez ce qui se passe dans La Rose pourpre du Caire avec Cécilia, qui rêve. Alors vous allez me dire, elle ferait mieux de ne pas rêver, puisque ça la conduit finalement à se soumettre à la crise économique. C'est pas si sûr que ça. Et ce film de Woody Allen est extrêmement intéressant, puisqu'elle va revoir 5 fois le même film avant que se produise l'intrigue du film. Et c'est dans la répétition qu'elle se met à rêver, et que dans ce rêve, finalement, elle nous fait nous penser. Parce que nous qui regardons le rêve qui arrive, le terrible rêve de Cécilia, bien nous, ça nous donne à penser. Donc,
faut faire attention à ne pas substantialiser les problèmes. Les problèmes que pose le numérique ne constituent pas nécessairement la substance du numérique, ou les problèmes que peut poser le cinéma ne constituent pas nécessairement la substance du cinéma. Le problème, c'est surtout peut-être notre renoncement à penser ces questions. C'est-à-dire à toujours nous cantonner dans des positions constituées d'avance, où nous défendons nos savoirs, nos positions, et où finalement nous ne voulons pas nous mettre à nous dire, plutôt que de laisser Google, Microsoft, Apple, ou je sais pas quoi, faire la loi dans un domaine, si nous nous mettions à y réfléchir pour inventer une nouvelle loi. Parce qu'après tout, c'est ça la politique. Donc peut-être qu'il faudrait le faire. Alors, ce que je soutiens, moi, ce que nous avons soutenu, je crois, ensemble avec Philippe Mérieux, qui ne peut pas être là aujourd'hui parce qu'il est en campagne électorale, et je lui souhaite tout à fait bonne chance, et j'ai signé son comité de soutien, je le dis en passant, il est candidat de, on n'est pas le nom de la gauche, mais disons de la gauche après l'élection présidentielle, c'est qu'il y a un processus de prolétarisation qui s'est mis en œuvre au cours de ces dernières décennies. On prend ce mot-là au sens du premier Marx, disons de désapprentissage, c'est ça que ça signifiait à l'époque du premier Marx, et que ce processus de prolétarisation, on peut le renverser en un processus de déprolétarisation. C'est-à-dire qu'on peut, tous ces hyponémata, littéraux, analogiques, numériques, etc., peuvent être au contraire au service d'une déprolétarisation. Mais ça suppose une réarticulation entre l'autonomie, qui est l'affirmation ou l'anamnésie, si vous préférez, c'est pas exactement la même chose, mais c'est indissociable, et l'automatisation, parce que l'automatisation passe pas simplement par le numérique. L'automatisation, c'est ce qu'on vous apprend à l'église dans la répétition des prières, et le monde est tramé d'automatisation. Après, on délègue dans des artefacts numériques, et si on n'en a pas une politique, eh bien ça permet à de grands acteurs économiques de capter toute la plus-value symbolique, et finalement de nous désymboliser, nous. Ça suppose, je m'arrêterai là-dessus, de remissionner les médias et le secteur éditorial, je crois. Je veux dire par là que dans la politique, puisque on parlait du Big Bang de la jeunesse, dans la politique contemporaine, si la puissance publique française et européenne ne développe pas une nouvelle politique éditoriale en faisant en sorte que ces médias, ces technologies soient vraiment remises au service d'une utilité sociale qui n'est pas financement par le marketing, la publicité, mais véritablement utilité sociale et remissionnement, comme l'industrie éditoriale de l'époque de Jules Ferry a été soutenue par la création de l'école publique en France, eh bien, il n'y aura pas de politique de la jeunesse sérieuse. Parce qu'il n'y aura pas de politique de protection de l'enfance par rapport à toutes ces toxicités des pharmacas, puisque c'est ce dont je parlais là, ça s'appelle ce que nous appelons le pharmacone, etc. Voilà ce que je voulais dire pour ouvrir une discussion qui reviendra, je pense, et puis on s'arrête pour que vous ayez la parole. Il nous reste 20 minutes. Je vous donne la parole tout de suite en rappelant aux gens qui sont membres d'Ars Industrialis que par ailleurs à 17h il y a une assemblée générale de l'association qui se tiendra dans le forum du théâtre. Voilà. Je vous mets la parole. Oui, j'interviens juste après vous parce que vous venez de parler de Microsoft et Google. Je suis pour vous parler, vous dire d'où je parle. On va peut-être vous donner un micro. Attendez. Merci. Oui. Vous venez de parler donc, de Microsoft et Google. Donc pour vous dire, pour partager avec vous d'où je pars, je suis à la fois psychosociologue de formation et en même temps directeur marketing chez Orange. Donc voilà, ne me tapez pas dessus. J'essaye à partir de ma formation initiale d'être un activiste chez Orange pour lutter contre tout ce que vous avez décrit comme pharmaca, pour reprendre votre terme. Et je partage bien sûr tout ça. Et je voulais juste intervenir pour dire, au fond, ce que j'entends ici, c'est que vous posez tous la même question. C'est qu'est-ce que instruire, éduquer, accompagner aujourd'hui pour les jeunes? Et vous la posez parce que vous identifiez au fond un certain nombre de contingences qui pèsent à la fois sur les familles et les enseignants, parce que l'institution en question, ceux qui opérationnalisent cette institution, c'est quand même les enseignants, et le corps des enseignants. Donc il y a tout un tas de contingences qui pèsent sur eux aujourd'hui, vous l'avez tous dit, hein, politiques, technologiques, psychosociologiques, sociétales, sociales, économiques. Et je vais en retenir 3 qui sont fondamentales pour moi. La première, c'est sociale, vous l'avez dit. Hein. Les profs, aujourd'hui, sont considérés comme des prestataires de services. Donc, qui dit prestataire de service dit interrogation sur la qualité de service. Et elle est fortement interrogée. Donc ça procure plus qu'une contingence, un stress sur les profs. Sociétal. Quand les élèves passent à la porte d'un établissement, ils viennent avec leur expérience du digital à la maison. C'est-à-dire tout ce que vous avez décrit.
Et quand les profs essayent de faire des expériences dites digitales avec les élèves, c'est la catastrophe. Ils s'aperçoivent que les savoirs techniques des élèves sont supérieurs aux leurs. C'est peut-être la première fois dans l'histoire de l'éducation que les savoirs techniques des élèves sont supérieurs aux savoirs des profs. 7 ordinateurs sur 10 sont dans des placards aujourd'hui à l'école. Parce qu'en réalité, les profs sont intimidés par leurs élèves. Économique, Microsoft, Google, Orange, qui créent en effet des contenus qui passent à travers tous ces écrans. La télé, le smartphone, l'iPad, qu'est-ce que j'en ai oublié un ? Le PC, c'est pas des moindres. Bon. Donc tout ça, ça crée un écart énorme entre la société et l'école. Et comme la nature a horreur du vide, notamment en effet le secteur privé est en train de pratiquer, et je m'y oppose bien qu'étant totalement impliqué dedans, la e-marchandisation de la connaissance. Et ça c'est très grave, parce que ça génère finalement une triple intimidation qui pèse sur les professeurs. Et je dis bien intimidation au double sens du terme. Être intimidé, ça c'est... Par exemple, les stratégies de Microsoft et de Google qui dépensent des millions de dollars pour essayer de faire alliance avec les professeurs, c'est quelque chose de terrible. Et ça, c'est la première fois dans l'histoire de l'éducation que l'école est triplement intimidée. Donc, tout ça pour dire que ce serait pas mal de rajouter à la fin de cette question quelque chose de fondamental qui est quelle instruction, quelle éducation, quel accompagnement aujourd'hui pour les jeunes à l'ère du numérique, au moment du règne du numérique. Et je crois qu'il faudrait rajouter ça systématiquement, parce qu'on ne peut pas repenser cette question sans repenser cette transformation civilisationnelle qui est là et qui agit sur la famille, l'école, les élèves, ce triangle dont vous avez parlé. Et alors du coup, je finis, désolé, mais il y a 2 stratégies possibles pour cette école. La première, et je reprends là la terminologie d'Ars Industrialis, soit s'adapter, soit adopter. C'est très différent. S'adapter, c'est se conformer. Comment l'école peut-elle se conformer à des Microsoft et des Google qui investissent des millions de dollars dans la e-marchandisation de la connaissance? Ce n'est pas possible. La puissance publique ne pourra pas suivre. Donc, le risque, c'est qu'elle meure, et que l'école virtuelle remplace l'école du réel, et que tout le lien social dont vous parlez, qui est constitutif des identités, disparaisse. La Turquie, aujourd'hui, est le premier opérateur mondial j'ai envie de dire, de broadband éducatif, devant les États-Unis. Il y a des universités entières qui distribuent des cours à partir de webcam. En Inde aussi. Donc si c'est pas s'adapter, c'est donc adopter. Et je crois que c'est là l'enjeu majeur pour l'école, c'est de s'appuyer sur sa mission première, qui est de constituer des individus, vous l'avez dit, des citoyens critiques, autonomes et responsables, socialement intégrés. Donc elle n'a pas le choix, même si vous en faites une critique à laquelle j'adhère, cette institution n'a pas le choix que d'adopter ces nouvelles technologies pour révolutionner la transmission même des savoirs, qui passe bien sûr à travers une formation, vous l'avez dit, technique, mais aussi, je reprends votre terme, Bernard Stiegler, à travers les digital humanities, c'est-à-dire que la civilisation des analogue natives qui n'ont pas connu, qui ne sont pas nés avec les ordinateurs, doivent refaire leurs humanités, mais leurs digital humanities, pour comprendre ce qui est en train de se passer et adopter les nouvelles technologies. Voilà. Merci. Si je peux vous permettre une brève réponse. Bien sûr. Je suis, vous savez, nous les chercheurs, on est un peu terre à terre. Donc je sais bien qu'il y a l'idée que les jeunes, ce sont des grands processeurs de la technologie, et puis que les vieux cons comme moi, ils y comprennent rien, et que les profs sont intimidés et qu'ils comprennent moins que leurs élèves. Il y a eu 2 études massives, une de la British Library pour l'University College London, qui l'ont fait, une de l'enseignement supérieur en Belgique, une 3e de Nielsen aux États-Unis, qu'ils ont appelé Debugging Myth, ça veut dire s'attaquer aux mythes. Les jeunes, et c'est l'un des seuls points qui peut être intéressant dans le rapport Forgus, ils n'utilisent que des applications simplissimes. Ils ne sont même pas foutus d'installer une imprimante, les gars, souvent. Ils sont incapables de trouver une information.
Ils sont incapables, au niveau des pouléens, de faire la différence entre et ou. Il y a eu des tests de fait, ils sont incapables de trouver une information. Ils ne sont pas plus compétents à l'utilisation de ces outils. Alors, ils sont plus compétents parce qu'ils les utilisent. Mais vous prenez n'importe quel adulte et vous lui faites envoyer un SMS, en 5 secondes, il sait les utiliser. Donc, ces jeunes ne sont pas des geeks extraordinaires. Il y a sûrement des grands programmes. Ils ne sont pas capables de taper du code. Ils ne savent pas comment marche un ordinateur. Ils ne sont pas capables. Donc, cette idée que les enseignants seraient intimidés par les compétences technologiques de leurs élèves, les études montrent que ça ne tient pas. Je crois qu'il y a un malentendu. On n'a pas les mêmes études alors. Je crois qu'il y a Moi, les vôtres, moi je vous montre les miennes. Oui. Elles sont là, British Library. Je crois qu'il y a vraiment un malentendu d'abord parce que les jeunes, ça n'existe pas. Ce qui existe, c'est des tas de pratiques chez des jeunes. Et vous avez peut-être 1% de la population jeune qui a des savoirs, moi je peux vous dire que je travaille avec eux, extrêmement avancés, et une très grande masse crétinisée par des... Voilà, et les jeunes, ça n'existe pas, tout comme les Arabes, ça n'existe pas, etc. Donc, il faut un petit peu démassifier le propos. On ne peut pas raisonner comme ça. Là, on parle de sciences humaines. Non, mais je veux dire, On n'est pas en neurologie, donc il faut avoir une approche quand même un petit peu nuancée des choses. Et ce que disait M. Curial, qui sait de quoi il parle, ce n'est pas du tout, il n'était pas en train du tout de dire que les jeunes en question savent des choses que leurs profs ne sauraient pas. Il dit simplement qu'il y a une compétence, ce qu'on appelle des skills en anglais, des compétences qui ont été acquises par rapport à des techniques que ces profs n'ont pas et que du coup ils sont discrédités. Après, c'est pas un jugement de valeur sur la... Non, mais je ne dis pas ça, je dis que ce que montrent 2 études exhaustives, c'est justement... Alors, oui, mais après, les études, 1%, 2%, les études qui disent les jeunes, ce ne sont pas de bonnes études. Quand vous prenez, ouais, non, mais enfin, ça ne veut pas... Mais quand vous prenez plusieurs milliers d'individus et que vous testez leurs compétences... Oui, mais est-ce que c'est comme ça que vous posez les problèmes à un moment donné? Peut-être que les problèmes ne sont pas bien posés. Allez-y. Il a fallu combien de temps pour que, par exemple, en littérature... Il n'y a pas de mieux. Il a fallu combien de temps pour qu'en littérature, par exemple, on prenne en compte le cinéma? Il a fallu combien de temps? Est-ce qu'actuellement, on a des formations sérieuses dans les langages informatiques au collège, même voire au primaire, etc. Donc là, il y a un vrai problème de formation des enseignants, d'acceptation, et là j'adhère complètement à ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire que c'est pas la peine de se masquer, de cultiver la peur. On est dans une société, il faut s'adapter à cette société. Et c'est pas accepter ce qu'on en fait actuellement, mais je veux dire, il y a un rejet, vous opposez systématiquement, par exemple, on ignore tout un champ de connaissances qui est quand même l'ingénierie. Et l'ingénierie, on peut en faire de différentes solutions techniques, etc. Donc je ne comprends pas ce rejet systématique. Je comprends pas, l'ingénierie au collège ou l'ingénierie au primaire, c'est pas forcément là que ça se passe. Expliquez-moi pourquoi il serait nécessaire au collège et à l'école primaire d'introduire ces technologies. Peut-être que dans 20 ans, ça sera au point et ça sera génial. Maintenant, toutes les études qui ont été faites nous montrent que c'est un choix. Quelle serait la nécessité? Qu'est-ce que ça nous apporte? La nécessité, c'est qu'on est dans ce monde-là. Plutôt que de nous dire que ça serait génial. Non, mais expliquez-moi ce qui pourrait être génial. Il n'a pas dit de toute façon qu'il fallait introduire l'ingénierie en collège. Il a dit qu'il fallait que les enseignants aient une formation. Oui, mais il fallait que les enseignants aient une formation. Il faut qu'ils puissent transmettre une formation qui permette aux jeunes de contrôler cette nouvelle société, parce que c'est eux qui contrôleront. Alors, ils apprennent à lire, les enfants. Et par exemple, le film. Non, mais je reviens sur l'histoire du film, parce que ça intéresse. Bon, le film, par exemple, si vous n'apprenez pas à décrypter un film, à analyser un film, si vous le faites uniquement à travers les outils d'analyse littéraire, classique, etc., eh bien, vous ne donnez pas les armes nécessaires et suffisantes pour... et, par exemple, le roman a été remplacé par le cinéma, en grosse partie. Excusez-moi, parce que comme l'heure tourne, je suis obligé d'user de mon autorité. Je voudrais juste dire, il y a une dame qui a dit, mais il faut d'abord apprendre à l'école, et ça c'est une question très importante. Dans quel ordre on introduit les choses? Mais je vous rappelle que, je me permets de vous préciser que ce que disait ce monsieur, c'est pas qu'il fallait apprendre l'informatique aux enfants, c'est qu'il fallait que les enseignants soient formés à la question du numérique. Ce qui est pas tout à fait la même chose.
apprendre à lire, à écrire aux enfants. Et d'autre part, ce que disait Thierry Curial tout à l'heure, alors là, par contre, c'est à vous que je me permets de faire l'instituteur, il ne disait pas du tout qu'il fallait s'adapter, justement, mais il faut adopter ce qui n'est pas du tout une adaptation. Alors si, c'est peut-être des subtilités de langage, mais je me permets de vous renvoyer au vocabulaire arsénaliste qui est en ligne, où on explique pourquoi une adoption n'est pas une adaptation. Moi, je voudrais un exemple concret de comment ça marche. Nous, c'est bien, est-ce que ça apporte? Ce qu'on peut faire avec du numérique, qu'on ne peut pas faire avec autre chose, c'est ça l'apprentissage des enfants. C'est pas comme ça tout à fait que personnellement je pose le problème. Ce que je crois, non mais... Qu'est-ce que ça pourrait être et qu'est-ce que c'est? Donc dans les terres, ça peut être génial, mais donnez-moi un exemple. Mais la question, c'est pas de savoir qu'est-ce que le numérique pourra apporter aux enfants. C'est absolument pas la question. La question, c'est comment est-ce que le numérique est un des composants du savoir majeur de notre époque, doit rentrer à l'intérieur de la construction des savoirs. Et après, la question que vous posez, j'ai bien compris que vous avez un créneau là et que vous avez une conférence, vous avez l'habitude de faire, mais il faut bien comprendre que la question qu'on pose nous ici, c'est pas de se dire qu'est-ce que les enfants peuvent faire avec le numérique, c'est de savoir comment le numérique peut devenir un objet de savoir. Et en tant qu'objet de savoir, comment est-ce qu'à partir de là, les enseignants peuvent éventuellement, peut-être à l'école maths, moi je suis archi contre, je vous signale en passant, demandez à mon épouse qui est là, je suis archi contre la pratique des ordinateurs à la maternelle et même probablement à l'école élémentaire. Donc parce que je considère qu'il y a, alors là pour répondre à votre question, il y a un ordre des choses. Ma position, elle peut être fausse par certains égards, c'est qu'on doit introduire ce que nous appelons nous les hyponémata dans l'ordre historique de leur apparition. C'est-à-dire qu'on a commencé dans les grottes à faire des dessins, il faut commencer par dessiner. Ensuite sont apparus des idéogrammes, puis des structures alphabétiques, il faut se mettre, etc. Et c'est dans cet ordre-là que ça doit être introduit. Par ailleurs, moi je pense, comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure, par exemple, que le vin peut être très important pour une société qui s'appelle le christianisme, c'est le corps du Christ, et en même temps, en donner aux enfants, c'est absolument criminel. Mais pendant très longtemps, on ne s'en est même pas aperçu. Alors, ce que je crois, c'est qu'il faut raffiner les réflexions. On ne peut pas se permettre de fonctionner à coups de clichés. Allez-y. Merci. Je voudrais essayer d'introduire ici un thème que les remarques... Ni télé, ni ordinateur. Est-ce qu'on m'entend? Oui. Je voudrais essayer de parler ici d'un thème qui est très rarement abordé et que les remarques de Marcel Gauchet m'imposent d'introduire aujourd'hui. Ça fait des années que j'entends des débats comme ça dans 4 continents et il y a certains aspects qui ne sont jamais abordés. Alors, je pense que la condition humaine, la meilleure métaphore pour décrire ce que certains appellent la néoténie, qui est quand même, ceux qui connaissent ce mot, savent que c'est une condition essentielle de ce débat. Parce que c'est quand même une manière d'introduire la culture dans l'histoire de toute cette chose. La condition humaine, c'est se déplacer dans un labyrinthe dont les parois sont faites de mystères, si vous voulez. Parce que c'est un endroit où l'instinct est mort, ne suffit pas. Le labyrinthe, c'est des murs neutres. Et les murs, c'est du mystère. Alors, ça, c'est une vision spatiale de la condition humaine. Maintenant, on pourrait revisiter ça dans le temps. Ce labyrinthe, il évolue. Et comme dit Simondon et comme dit Leroy-Gourhan, c'est 1 million d'années à casser des cailloux pour fabriquer le langage. Pour le dire à très gros traits. Ça nous conduit en fait aux 10 000 années de l'explosion du gramme, le livre. Mais tout ça n'altère pas encore tellement. Il y a tout un travail sur l'anthropologie du pouvoir qui surgit, très bien. Mais on arrive finalement à grosso modo 1 million d'années de conditions macro de la culture qui sont relativement stables. C'est une démographie linéaire. Et la taille du labyrinthe change peu. Il y a un moment très intéressant si on prend alors la démographie comme index d'une réflexion macro sur la condition humaine. C'est le moment où la démographie globale commence à frémir. Et ça, c'est en fait au moment où surgissent les mathématiques analytiques. C'est l'explosion du corps de mathématiques sur lequel la culture de la mesure va se construire.
de manière massive. Ça, c'est au XVIIe siècle. Ça, c'est en fait l'articulation de la modernité. Et tout notre débat est hanté par cette espèce de séparation entre culture et mathématiques et sciences exactes, et tout ça, depuis très longtemps. C'est difficile à formuler, je le fais de manière très crue. Et ça, en fait, c'est un moment où, dans le langage humain, surgissent des outils pour parler du temps et de l'espace, dans une gamme d'échelles incroyablement plus vaste que la gamme d'échelles du cassage de cailloux qui a présidé à l'élaboration du langage. Sauf que ça n'est pas perceptible tout de suite. C'est perceptible par très peu de gens. Et en plus, la modernité qui se construit en même temps que cette culture de la mesure, elle se construit avec un contrat social partiel. C'est une modernité coloniale. Tout le monde sait que le contrat social, et déjà depuis les Grecs en fait, ne s'applique pas à tout le monde. Ce qui est intéressant, c'est que cette émergence d'un pouvoir nouveau de parler de l'espace et du temps, il va accompagner à ce moment-là une explosion démographique. Il y a des tas d'autres facteurs, mais une fois qu'on produit des plans et une telle quantité d'exactitude, on a des trains et on a des vaccins. Alors il va se passer quelque chose en plus. Je suis en train maintenant de décrire simplement un regard naïf et macro d'un physicien sur la culture, que j'ai travaillé avec mes étudiants pendant très longtemps. Il y a un deuxième point remarquable qui est en fait au cœur de tout ce débat. C'est qu'au XXe siècle, il va surgir un autre facteur, en plus de ces mathématiques qui permettent de parler de l'espace et du temps, et qui amplifient la gamme d'échelles de l'expérience. Il y a l'élémentarité. Dans tous les corps du savoir, la biologie, la physique, l'art, l'anthropologie, le structuralisme, grammaire en linguistique, acides aminés, particules élémentaires, plein de choses comme ça. Et donc vous avez tout d'un coup une réorganisation du savoir au cœur du XXe siècle qui bouscule les taxonomies traditionnelles. Ça, c'est quelque chose qui se produit et qui va immédiatement générer le moteur digital et une incroyable prolifération de pouvoir computationnel. Il y a un gros problème, et j'ai pris le temps d'articuler tout ça pour arriver à ce point. C'est que ce surgissement du pouvoir computationnel sur ce point d'aboutissement d'une trajectoire épistémologique très longue, qui est l'élémentarité, on touche le fond, si vous voulez. On touche un fond opérationnel de l'expérience quand on rentre dans les atomes. On ne touche plus à la biologie quand on rentre dans les neutrinos à l'intérieur des protons. Par contre, on a créé un nouveau cadre. Et alors, ce qui va se passer, c'est que la démographie va tout d'un coup galoper. Et on va vivre dans les années 50, 60, 70, 80, une augmentation massive du bruit, du stimuli, de la production de signes. Ce qui n'aura pas permis à l'école de transmettre à la société, aux générations, le patrimoine de formes élémentaires sur lequel un tout petit nombre de gens est en train de construire une autre trajectoire épistémologique qui n'est plus analytique ou réductionniste, mais générative. On explore la relation avec la matière par le biais de simulation. Malheureusement, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Il y a une onde de choc de complexité qui sort, et la plupart des gens sont jetés dans des conditions où ils doivent se fabriquer une opérabilité dans ce système, et on est replongé dans une taxonomie du manuel d'utilisation des produits. Je vais m'arrêter, mais j'ai réussi en quelques secondes à poser un débat que, en 15 ans d'expérience, je n'ai jamais pu poser. Je voudrais vous remercier. On en reparlera. Je voudrais excuser de la densité de cette brutalité que j'ai prise. Mais ce n'était pas facile à faire.
question du bruit. Toujours à la régie de la colline de libérer la salle à l'heure. Mais le bruit est fondamental dans toute cette histoire. Voilà, je suis désolé. Je suis désolé de ne pas pouvoir poursuivre cette discussion parce que, évidemment, on commence à ouvrir les dossiers, les questions. Bon, mais comme vous l'avez vu, ce sujet est extrêmement compliqué mais extrêmement important. On va y revenir, aussi compliqué qu'il puisse être, malgré tous les malentendus qu'il peut provoquer. Tout à l'heure, Denis Gambouchnier a employé un mot important, c'était un mot de fédération. Aujourd'hui, il faut fédérer des énergies. Parfois d'ailleurs dans le conflit, parce que la fédération, ce n'est pas le consensus de Béni oui. Mais donc ce qui est très important, c'est de discuter et d'éliminer les malentendus et d'essayer de faire avancer les choses, chacun dans son style d'ailleurs. Donc on continuera. Je tiens vraiment à vous remercier tous les trois, Marcel Gauchet, Michel Desmurget et Patrick Cotin, de votre contribution. C'était vraiment très... Et nous allons y revenir pour ceux d'entre vous qui